Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux à cette présentation du travail de Baiming. Et je voudrais également remercier la municipalité et le Centre céramique de Giroussin qui organise donc cette exposition, cette rétrospective du travail de l'artiste chinois Baiming. Alors, Baiming est un artiste qui explore diverses techniques. Comme vous en verrez quelques exemples dans l'exposition, il est à la fois céramiste, mais il est également peintre et il est aussi laqueur. Plus récemment, il travaille l'art du lac. C'est un artiste qui est né en 1965 et donc qui appartient à cette génération qui a vu la révolution culturelle, puisque en 1966 est déclarée cette révolution culturelle qui ne se terminera qu'en 1976. Durant cette période, durant son enfance, il ne peut pas accéder à des cours. Il y a très peu d'enseignements en Chine et il est surtout formé par son père, qui possède encore quelques rares livres de littérature classique qui n'ont pas été détruits par la Révolution. À l'âge de 16 ans, il doit faire son service militaire, qui est un service militaire qui en Chine dure 3 ans à cette époque. Et il est nommé projectionniste pour le gouvernement dans la municipalité où il est né. Et il est également responsable de bibliothèques. Il faut savoir que ces bibliothèques possèdent assez peu d'ouvrages et très peu d'ouvrages sur l'art occidental. Mais c'est là qu'il va découvrir l'art d'Occident, en particulier au travers de quelques revues et quelques ouvrages qui sont imprimés en noir et blanc, de très mauvaise qualité. Et il va commencer à reproduire ces motifs d'art occidental. Depuis son jeune âge, il s'intéresse à la peinture, mais comme son frère aîné a décidé d'être peintre, les parents décident que lui, il sera plutôt destiné à une carrière portée sur la littérature chinoise en particulier. Et il va commencer à se former par lui-même. Et ce n'est qu'après toutes ces expériences, après avoir travaillé de manière irrégulière pour différents organismes, qu'à l'âge de 25 ans, en 1990, il passe le concours d'entrée à l'Académie centrale d'art de Pékin et également le concours d'entrée à l'université de céramique de Jingdezhen, ville dont on va reparler plus tard. Et il est reçu aux 2 endroits, dans les 2 universités, et il choisira donc d'être formé à l'Académie centrale des beaux-arts de Pékin. Par son travail, Baiming va transformer radicalement cet artisanat millénaire de la porcelaine que l'on trouve en Chine, et il va placer la céramique et la porcelaine sur un terrain nouveau, le terrain de la création contemporaine. En effet, jusqu'à cette date, la porcelaine et la céramique en Chine, d'abord, est considérée comme un art mineur et c'est un art de manufacture. C'est-à-dire que pour réaliser une pièce de porcelaine, la pièce dans la manufacture de Jingdezhen, qui est donc le lieu de prédilection de fabrication de cette porcelaine, la pièce va passer entre les mains de 60 à 70 artisans. Donc ce n'est pas un travail d'un artiste unique, mais un travail collaboratif, donc un travail artisanal. Et avec Baiming, qui réalise une pièce, on pourrait dire de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la préparation de l'argile jusqu'à la cuisson, en passant par les phases de décor, eh bien, la céramique et la porcelaine chinoise s'inscrit dans un style tout nouveau, qui est un style évidemment que l'on connaît en Occident, puisque c'est ce qui a été appelé la
Potter Studio, c'est-à-dire l'artisanat d'un studio de céramistes qui travaille de A jusqu'à Z et donc très loin de la manufacture, du travail de manufacture. Il va donc initier un langage esthétique qui est inédit, dont nous allons voir des exemples, et il engage cette céramique, cette porcelaine, sur une voie de la contemporanéité, et il va former de nombreux élèves, de nombreux étudiants, puisque à la sortie de son cursus universitaire à l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, il est engagé comme professeur et il est actuellement donc directeur du département de la céramique de la plus grande université chinoise, qui est l'université Tsinghua à Pékin. Il occupe également d'autres fonctions, comme directeur du Centre international de la céramique contemporaine de Changju, et il est vice-directeur du musée de l'Académie d'art de Pékin. Alors, nous allons voir... Ah, voilà. Oh là là, attendez. On revient. Donc, Bai Ming est né dans la province du Jiangxi. Je ne sais pas si... Non, ma flèche ne marche pas. Donc, la province du Jiangxi, c'est celle qui est en rose. Et il est né à une centaine de kilomètres et il a été élevé à une centaine de kilomètres du centre le plus important de porcelaine en Chine, qui est le centre de Jingdezhen. Il a donc été par sa famille, par ses oncles et tantes qui vivent à Jingdezhen, il a été très tôt en contact avec la porcelaine et avec la céramique. Alors ce centre de Jingdezhen a eu un rôle considérable, puisque c'est à partir de ce centre que toute la porcelaine chinoise a été exportée vers l'Occident, mais également, bien avant l'Occident, vers les pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Alors qu'est-ce que la porcelaine, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est? Vous avez ici donc l'un des deux matériaux composant la porcelaine. La porcelaine est fabriquée à partir de deux éléments principaux. D'une part, la pierre à porcelaine, dont vous avez ici un exemple, et le kaolin sur lequel nous allons revenir. La pierre à porcelaine, vous la voyez ici en haut à gauche, à l'état brut. Donc, c'est une pierre qui est une décomposition du granit et qui est fusible à environ 1150 degrés. Sa couleur, elle est, comme vous pouvez le voir, d'un blanc grisâtre, environ en général blanc grisâtre. Et si on l'utilise seule, elle produit déjà une sorte de porcelaine. On broie donc cette pierre, on la réduit en poudre et ensuite, par un procédé de lévigation, on la réunit, ce qui va subsister en petites briques. Ce sont les petites briquettes que vous avez à droite, que l'on appelle en chinois bai dunze, c'est-à-dire la briquette blanche, et c'est ce qui a donné son nom en français. De bai dunze, c'est devenu petunze en français. Donc ce petunze est extrait à côté de Jingdezhen. Le meilleur dépôt se situe à proximité de Jingdezhen. Et Jingdezhen, cette ville, ce village de potiers, a été le premier à utiliser le petunze à partir du Xe siècle. Comme vous le savez peut-être, la Chine a une très très longue histoire et de lien avec la céramique, puisque c'est le pays au monde où apparaissent les premières poteries il y a 20 000 ans. Ce qui vous montre par rapport à ce que l'on trouve par exemple dans le Croissant fertile ou même en Occident, en Europe, une date vraiment très éloignée de nos conceptions et de nos datations auxquelles on est habitué. Donc cette pierre à porcelaine est mélangée à une argile
que l'on appelle le kaolin. Le kaolin, ce terme vient du nom des montagnes Gaolin, à côté de Jindaejeon également. C'est là que l'on trouve le meilleur kaolin. Ça se trouve à environ 45 km de Jindaejeon. Et donc le nom kaolin dérive d'une prononciation occidentale de Gaolin, les montagnes Gaolin. Il s'agit là encore d'une décomposition du granit, mais à la différence de la pierre à porcelaine, c'est une argile qui est non plastique et qui est extrêmement réfractaire. C'est-à-dire que si vous l'utilisez seul, vous n'arriverez pas à la modeler, à en faire quoi que ce soit. Et pour la cuisson, il faudrait une fusion à 1800 degrés pour arriver à la cuire. Donc il est impossible de l'utiliser seule et donc elle est mélangée au pétunze qui va abaisser le point de fusion de cette argile. La couleur va d'un blanc, comme vous le voyez ici, jusqu'à des couleurs jaune clair ou légèrement rosées selon les impuretés que contiennent cette argile. Et donc le mélange pétunze plus kaolin va être cuit à 1330 degrés et vous allez pouvoir obtenir une porcelaine. Alors, la création de cette porcelaine apparaît en Chine très tôt, puisque les premiers exemples, vous en avez ici un exemple à votre gauche, il s'agit d'une porcelaine réalisée au VIe siècle de notre ère, et il faut savoir qu'en Occident, la porcelaine ne sera découverte qu'au XVIIIe siècle par Böttger, un chimiste allemand, vers 1720. Donc vous voyez le grand écart du point de vue de la technologie, cette technologie qui en Chine est extrêmement avancée à tout point de vue, comme nous allons le voir. À partir du Xe siècle, la composition de cette porcelaine est légèrement modifiée. Et comme vous pouvez le voir, on obtient avec un plus fort pourcentage dans la composition de la porcelaine, un plus fort pourcentage de kaolin, on obtient une matière plus translucide. Et au XVIIe siècle, la composition de kaolin sera extrêmement forte puisque le kaolin rentrera à 40 ou 50% dans la composition, ce qui va vous donner des porcelaines très translucides. Une autre grande innovation de la porcelaine chinoise, c'est l'utilisation de deux colorants. Deux colorants qui sont d'une part l'oxyde de cobalt que vous voyez ici et par ailleurs l'oxyde de cuivre. Ce sont deux colorants que Baiming va régulièrement utiliser. Alors le colorant, l'oxyde de cobalt, est connu en Chine à partir du 8e siècle, mais il est utilisé sur la porcelaine à partir du début du XIVe siècle avec ces innovations techniques dont vous avez ici deux exemples. Il s'agit de deux plaques que vous pouvez admirer au Musée national de céramique à Sèvres, si vous êtes de passage à Paris. Baiming utilise donc ce pigment qui est broyé, réduit en poudre et qui est dilué dans de l'eau. C'est ce que l'on appelle le détrempage. Puis on enlève l'eau qui reste en superficie et il va ajouter du thé à ce dépôt, au dépôt qui subsiste en bas du bassin. Alors ne me demandez surtout pas pourquoi du thé, mais d'après ce que j'ai compris, il faut du thé qui soit peu fort en théine, car sinon la substance finirait par être collante. Donc là, il y a un processus chimique, je serais bien incapable de vous expliquer. On peut obtenir avec ce bleu de cobalt à peu près 5 nuances, donc des dégradés de couleur bleue. Et vous allez en voir des exemples sur le travail de Baiming. L'autre grande innovation chinoise, c'est l'utilisation de l'oxyde de cuivre
qui, là encore, est connu dès le 8e siècle en Chine, mais qui est appliqué sur la porcelaine à partir du 14e siècle, exactement comme le bleu de cobalt. Il s'agit donc de couleurs qui sont appliquées sur une pièce qui est crue, donc il n'y a pas une pré-cuisson, hein, il n'y a pas eu un dégourdi de cuisson. Et ensuite, sur le décor, on pose un émail transparent qui vous donne cette brillance. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, les Chinois ont mis au point beaucoup de techniques, à la fois sous l'émail, ce qu'on appelle sous couverte, ou sur l'émail, ce qu'on appelle décor sur couverte. Vous en avez un exemple à votre gauche, sur cette gourde, avec un décor sur la couverte, c'est-à-dire un décor qui est cuit à plus basse température que le corps de la pièce elle-même. Et vous avez, excusez-moi de la mauvaise qualité des photos qui sont à droite, mais vous voyez ce qui est produit entre 1916 et 1990, où vous voyez très peu d'évolution stylistique dans le travail du décor sur porcelaine, avec des décors réalistes, donc les thèmes sont tirés soit de la vie quotidienne, soit ce sont des décors naturalistes, mais très réalistes. Il y a donc très peu d'innovation entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle. Et c'est en cela que Baiming va apparaître comme un novateur avec ces pièces qui sont des pièces de taille monumentale, très souvent, qui utilisent donc des décors qui sont en rouge, en bleu ou encore en oxyde de fer, toutes les trois oxydes étant appliqués sur la pièce sous l'émail transparent, sous la couverte. Alors Baiming utilise, et ça je vous renvoie également à la petite vidéo qui est projetée dans l'exposition, où vous verrez vraiment le travail à la main que fait Baiming. Donc il utilise des pinceaux qui sont des pinceaux utilisés également pour la calligraphie, car son travail se rapproche beaucoup du travail de la peinture à l'encre sur papier, on y reviendra. Donc ce sont des pinceaux plus ou moins fins qui sont en poil de chèvre ou en poil de loup ou en poil de lapin. Les pièces que vous avez ici à l'arrière-plan sont des pièces crues qui sont donc séchées uniquement. Et selon le degré d'humidité de la terre, selon la vitesse du geste avec laquelle Baiming va poser le décor et selon le temps de séchage, eh bien, tout ceci influera sur la nuance définitive. Le travail, attendez, on va revenir. Le travail au pinceau qui est réalisé donc par Baiming est un travail qui est proche de celui du travail au pinceau de la calligraphie, car à la différence de notre tenue d'un pinceau, nous tenons un pinceau et lorsque nous le manipulons avec le poignet. Les Asiatiques, les Chinois ou les Japonais travaillent en partant de l'épaule, c'est-à-dire que c'est tout le bras qui travaille et qui transmet une impulsion au pinceau. Donc c'est un travail très très différent. Et le résultat est également différent. Voici donc les colorants qui sont à côté de lui et il décore la pièce qu'il a tournée sur une tournette qu'il fait tourner au fur et à mesure qu'il pose ses oxydes. Alors, dans le travail de Baiming, il y a bien sûr des décors qui sont des décors qui, à première vue, pourraient vous sembler des décors réalistes, mais lorsque vous regardez de près, il n'y a rien de réaliste dans son travail. À la différence de ce qui a été fait et ce que vous avez vu auparavant sur les porcelaines, le décor était soit limité dans des cadres,
Donc, il y avait des sortes d'encadrements aux motifs pour les pièces anciennes, puis ensuite des décors qui tournaient autour de la pièce, mais qui se développaient comme une histoire autour de cette pièce. Là, nous allons avoir des motifs qui sont extrêmement libres, qui ne s'inscrivent pas du tout dans un encadrement et qui montrent donc ce désir de mouvement que l'artiste a et retrouve dans ses pièces. Alors, l'une des sources importantes de son travail est le taoïsme. Donc, le taoïsme, c'est une philosophie et une religion qui trouve ses origines au VIe siècle avant notre ère et qui a été développée par un philosophe, Lao Tzu, et qui prône la recherche d'harmonie entre l'homme, la nature et l'univers. Et c'est ce que l'on va trouver sur les pièces de Baiming, c'est cet attachement extrêmement profond à la nature, avec un lien qu'il établit entre lui-même et cette nature qu'il recrée, qu'il recompose, puisque les motifs sont quelquefois assez proches de la réalité, mais souvent sont entièrement réinventés dans son atelier. Il établit ainsi une sorte de symbiose entre la nature et le cosmos. Il faut savoir que pour les taoïstes, comme pour les adeptes du zen, toutes les formes de la nature sont des motifs, sont des éléments qui peuvent être vénérés. Et dans chaque petit élément naturel, que ce soit une brindille d'herbe ou une feuille, eh bien, on retrouve l'ensemble de la nature. C'est-à-dire que chaque élément naturel est une sorte de microcosme de la nature et de l'univers. Vous avez ici à gauche une pièce qui s'intitule, qui s'intitule « Chant des roseaux rouges ». En fait, il ne s'agit pas vraiment de roseaux. Je trouve que ces herbes ressemblent plus au Miscanthus sinensis, pour ceux qui connaissent un peu la nature, qui sont ces sortes de grandes herbes qui ressemblent un peu aux herbes de la pampa, mais en beaucoup plus petit, et que l'on trouve dans tout l'Extrême-Orient, et qui sont ici des herbes mouvantes. On sent le souffle du vent qui traverse ces motifs, et également sur la pièce de droite, le chant des roseaux et du vent, où là encore, l'artiste met en scène différents motifs proches de la réalité. Alors, comme vous voyez, les titres pour Baiming sont extrêmement importants et sont très marqués par la littérature chinoise. Dans la littérature chinoise, le terme she désigne à la fois le chant et le poème. Et c'est ainsi que ces titres sont des titres poétiques en lien avec de la littérature classique chinoise. Ici, vous avez un autre élément qui est aussi très intéressant. Il s'agit d'une série que l'artiste a intitulée, alors je m'excuse, je vais vous lire le texte parce que c'est un peu complexe. Il s'agit de la série « Le grand accomplissement, la perfection avec des défauts ». Il s'agit d'une citation d'un texte taoïque qui est attribué donc à Lao Tzu, au philosophe Lao Tzu, qui, comme je vous le disais, a vécu au VIe siècle avant notre ère. Et le texte dit ceci: « Le saint, S-A-I-N-T, est grandement parfait et il paraît plein d'imperfections. » Alors, il y a eu un commentaire qui a été fait par un sinologue célèbre, un sinologue français célèbre au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, Stanislas Julien, qui commente ce texte original comme ceci: « La perfection se détruit promptement, la plénitude s'épuise rapidement,
parce que l'homme se glorifie de sa perfection et de sa plénitude et ne sait pas les maintenir par le Tao. Le Tao, c'est la voie suprême qui mène donc à la perfection. Donc sur ces pièces, dont vous verrez un exemple dans l'exposition, c'est celle-ci, vous voyez à la fois la perfection et le motif de pliage qui est réalisé en céladon sur la porcelaine, qui est une porcelaine là sans revêtement, sans couverte, donc un biscuit de porcelaine. De même, dans cette série, dont vous avez quelques exemples dans l'exposition, on présente une dizaine de ces bouteilles. L'artiste a fait des compositions qui, comme vous voyez dans l'image de gauche, qui sont des compositions comprenant quelquefois plusieurs dizaines de bouteilles, qui sont des bouteilles volontairement déformées par l'artiste, où il y a également cette recherche de perfection, et ces pièces s'intitulent « Les formes en devenir ». Donc ce sont des formes qui n'ont pas encore atteint la perfection, cette perfection du Tao, que l'on trouve dans le taoïsme. Voici donc une peinture à l'encre. En effet, Bai Ming a travaillé et travaille aussi bien la peinture à l'huile, la peinture en mix média et la peinture à l'encre. Dans cette peinture à l'encre, il mélange à la fois la peinture à l'encre pure, différentes nuances, ce que l'on appelle des lavis d'encre, mais également il y mélange des peintures à base d'encens et des peintures à base de thé qui vous donnent ces lavis plus bruns que vous avez dans le fond de l'œuvre. Là encore, il s'agit d'une représentation d'une rivière gelée entièrement réinterprétée par l'esprit et recréée en atelier. Je m'excuse, mais parce que mon ordinateur ne colle pas quelquefois avec l'image que j'ai sous les yeux. Là. Alors voici également comment Bai Ming traite de la nature. Une des expressions favorites du taoïsme est la suivante: il faut capturer l'essence de la vie. C'est-à-dire qu'il faut atteindre l'âme des éléments visibles, mais pas à l'aide de motifs réalistes, pas d'une manière réaliste, mais à l'aide d'une reconstruction de l'esprit. Donc il faut capturer ce que les Chinois appellent le qi, c'est-à-dire le souffle vital qui traverse tout élément naturel. Ce qi, ce souffle vital, traverse aussi bien les modestes herbes que les gouttes de pluie, que tout élément composant la nature et l'environnement de l'homme. Vous avez ici à gauche donc une image de l'hiver avec ce blanc de la porcelaine, un blanc très pur, comme on peut l'obtenir seulement avec la porcelaine fabriquée à Jindejeon, et également les décors en bleu qui font ressortir cette masse de blanc qui apparaît donc en réserve sur la porcelaine. À droite, l'image représente un autre élément naturel. Ce sont des feuilles, et comme le titre l'indique, ce sont des feuilles s'ouvrant à la chaleur du soleil. Donc les différentes saisons sont exprimées par ces motifs. Donc à droite, la pièce est réalisée non pas en cobalt, mais avec de l'oxyde de fer. Cet oxyde de fer qui, selon la cuisson, peut vous donner soit une couleur verte, c'est ce que l'on appellera le céladon, soit une couleur brune, comme c'est ici le cas. Il faut également, pour l'artiste, et selon le taoïsme, il faut rendre les mouvements de la nature.
Rendre les mouvements de la nature, c'est générer une émotion par un motif, et l'artiste va traduire une vision intérieure qu'il a grâce à ces lignes qu'il crée, soit des rythmes réguliers, soit des rythmes beaucoup plus mouvementés. Donc ici, à gauche, il s'agit d'un motif de ligne d'eau. Il faut savoir que dans la peinture chinoise, l'eau n'est jamais représentée par des lignes. L'eau est suggérée par des espaces blancs dans la peinture chinoise. Quelquefois, il y a une petite ligne à proximité du Nil ou du rivage, mais il n'y a jamais autant de lignes que ce que Bai Ming crée. Et à droite, le grand plat que vous avez, donc il s'agit toujours de plats d'une très grande taille. Vous en verrez 2 exemples dans l'exposition. Ce sont des plats qui mesurent une 60aine de centimètres de diamètre. Donc sur l'image, on ne se rend pas compte de la taille, mais comme ça, vous aurez une idée de la prouesse technique qui est réalisée avec ces pièces. Donc le plat de droite est intitulé « Accueillir la neige et explorer le jardin ». Donc là encore, vous avez des herbes qui apparaissent en réserve, qui sont ces petits traits blancs, et cet effet de nuages qui semble se poser sur la surface du jardin, qui en fait est une image de neige, avec le ciel bleu qui apparaît dans le lointain. Également ici, une autre œuvre avec des herbes qui sont une recréation en rouge de cuivre et en oxyde de fer qui donne cette teinte verte, une recréation de l'esprit. Alors tout ceci vient évidemment d'une grande tradition chinoise, puisque les artistes chinois qui travaillaient la peinture à l'encre réimaginaient en atelier ce qu'ils avaient vu dans la nature. C'est le contraste que l'on a entre le bleu de cobalt et le corps blanc de la porcelaine est exactement similaire au contraste que l'on trouve également entre l'encre et le papier. Ce contraste avec le noir de l'encre sur les fonds blancs. Et ce style, on pourrait dire impressionniste, que l'on a sur la peinture ici avec ce village de montagne dans la brume, est une sorte d'abstraction que l'on va retrouver dans le décor peint sur porcelaine dans une autre œuvre qui est cette fois-ci celle de Bai Ming, avec les reflets de l'eau. Donc ces reflets de l'eau qui sont très loin du réalisme que l'on pourrait attendre. Et le titre porte « Reflets de l'eau aux époques Tang et Song ». Ce sont 2 grandes époques de l'art chinois et en particulier de la peinture chinoise. Et ce sont des périodes auxquelles Bai Ming fait souvent référence dans son art. Ici encore, vous avez donc une représentation d'une thématique qui est chère aussi à Bai Ming. Alors non seulement il réalise des pièces qui sont des pièces de forme, mais également des plaques de porcelaine qui peuvent être de grandes dimensions. Il faut savoir que ce sont des formats qui sont très difficiles à réaliser, puisque la porcelaine en cuisson, pour ceux qui ne sauraient pas, la porcelaine se rétracte d'environ 18%, et si elle est d'une trop grande taille, elle a tendance à se courber à la cuisson. Ici, il s'agit d'une peinture sur porcelaine figurant l'énergie formant des roches et des montagnes, avec un très beau dégradé de couleurs. Un instant. Ah. Mes excuses,
Je rencontre quelques problèmes de connexion. Désolé. Voilà, il a parlé pour moi. Donc je ne sais pas. Siri, merci Siri. Voilà. Une des thématiques qui est aussi très chère à la peinture chinoise, à la peinture extrême-orientale et à l'art de Baiming, c'est la représentation des montagnes et de l'eau. En effet, en chinois, la peinture de paysage se dit mot à mot peinture de montagne et d'eau, parce que ce sont deux éléments qui sont indissociables des représentations picturales chinoises. Il n'y a en général aucune représentation, aucune présence animale ou humaine dans ces peintures de lettrés. Et comme vous l'avez ici sur l'image à gauche, les peintures chinoises de montagne montrent très souvent, en particulier durant l'âge d'or de la peinture chinoise au XIIe siècle, XIe, XIIIe siècle, et voilà. Et donc, durant cette période, les peintres s'intéressent surtout à figurer les massifs karstiques du sud de la Chine. Donc, ce sont ces montagnes très élevées, très déchiquetées, et c'est un des thèmes centraux de la peinture chinoise. Et Baiming, lui aussi, s'intéresse à ces représentations. Alors, évidemment, Baiming, lors de sa formation, après avoir été en contact évidemment avec la peinture de style soviétique durant son enfance, il a été en contact avec des peintures occidentales. Il faut savoir qu'il a fallu qu'il attende 2001 pour découvrir de visu ce qu'était la peinture occidentale. Il a été invité aux États-Unis et c'est là qu'il a pu voir pour la première fois des peintures d'artistes qu'il ne connaissait que par des reproductions. Il s'est intéressé évidemment, comme tous les artistes qui commencent à s'intéresser à la peinture occidentale, évidemment aux impressionnistes, aux post-impressionnistes, à Picasso. Puis il s'est orienté vers des artistes plus contemporains comme Fontana, Tapies, Rauschenberg. Et tout ceci, il l'a assimilé, mais il s'est aussi aperçu qu'il ne fallait pas renier sa propre culture et la propre tradition picturale chinoise pour uniquement s'orienter vers de la peinture occidentale. C'est ainsi que vous retrouvez dans l'art de Baiming des composants de la culture chinoise, mais également des éléments occidentaux. Mais après avoir, comme beaucoup de jeunes étudiants en art, après avoir été subjugué par la peinture occidentale, il est revenu à des traditions et a dit lui-même que on ne pouvait pas être un artiste si on reniait ses propres traditions artistiques. Donc il faut les assimiler, je dirais même les digérer, et pour recréer un nouveau genre et un nouveau style. Et c'est ainsi que, au-delà du taoïsme, comme vous le voyez, Baiming s'est intéressé à la peinture traditionnelle chinoise, mais elle est entièrement réinterprétée sur ce vase avec ces montagnes et ces nuages stylisés qui sont pleins de mouvements. Alors, dans ces œuvres, je parle de bouteilles, mais en fait, il ne s'agit ni d'une bouteille ni d'un vase, parce que ce sont des créations qui sont très hautes, très grandes, monumentales, et qui ne servent ni à l'un ni à l'autre usage. Donc, dans ces pièces, les formes sont souvent des formes issues de la tradition, des formes calmes, très rectilignes. Et ces formes sont en accord avec le mouvement qui se dégage du motif pictural. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la pièce, elle est in, Y-I-N, hein, pas I-N, Y-I-N, c'est-à-dire que c'est l'un des composants du taoïsme et que le mouvement qui, lui,
est agité et mouvementé, il est yang. C'est le principe du yin et du yang qui sont utilisés dans le taoïsme, qui sont les principes de base du taoïsme. Voici encore une œuvre qui porte d'ailleurs un titre un peu similaire à celui que nous avons eu précédemment, qui est l'énergie formant des montagnes. Énergie qui donc traverse la terre, cette terre qui est aussi nourricière et qui est à l'origine de ces argiles qui permettent ces créations. D'autres styles de montagne, là beaucoup plus à gauche, une manière beaucoup plus sobre, beaucoup plus in, et à droite des montagnes et des paysages. C'est vu sur les paysages lointains, le titre de cette œuvre, avec des roches qui sont donc issues de la géologie chinoise. Un autre élément important dans l'art de Baiming, et outre ces montagnes qui sont donc des montagnes qui sont les montagnes sacrées du taoïsme, c'est là que vivent les immortels taoïstes, selon la religion. Ils vivent au sommet de 3 îles. Et les montagnes, dans l'esprit du taoïsme, ce sont des lieux magiques où l'adepte va être initié au mystère de la doctrine. L'eau, quant à elle, donc on parlait des montagnes et eau, l'eau, quant à elle, est dans la culture chinoise un symbole de sagesse. Et si l'on cite le livre donc, de Lao Tzu, le livre du taoïsme, le livre de la voie et de la vertu, donc le livre fondamental du taoïsme, il est dit que l'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte pas. Elle habite les lieux que déteste la foule, et l'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau. Et donc cette eau est, comme nous l'avons vu, un des motifs récurrents des décors des porcelaines de Baiming. Un autre élément important dans l'œuvre de Baiming, ce sont donc ces roches et ces rochers. Les rochers font partie intégrante du décor des jardins en Chine. Et comme vous en avez une image ici, il s'agit d'un jardin intérieur d'un des pavillons du palais impérial de Pékin, où vous voyez que les roches qui sont évidemment recomposées font partie intégrante du décor du jardin en se mêlant à quelques végétations. Un autre élément important que l'on va voir dans l'art de Baiming, ce sont des rochers qui sont des rochers aux formes tourmentées qui proviennent du lac Taïrou. Le lac Taïrou est un lac qui se trouve dans le sud de la Chine, à proximité d'une ancienne capitale impériale chinoise. Et ces rochers ont été collectionnés par les lettrés chinois pour décorer leur jardin. C'est en particulier le cas des jardins des lettrés qui se trouvent à Suzhou, dans le sud de la Chine, donc c'est pas très loin de Shanghai pour vous situer. Et cet amour pour les roches et les rochers se trouve également dans toutes les formes de roches qui sont collectionnées par les Chinois, non seulement ces roches du lac Taïrou, mais beaucoup d'autres roches qui sont placées comme objet de décor sur la table du lettré, par exemple. Ici, vous avez une peinture ancienne qui vous montre donc un lettré en train de se pencher et d'admirer un de ces rochers qui ornent son jardin. Ces rochers sont en fait un peu l'équivalent des bonsaïs. Donc on connaît le terme bonsaï parce que c'est le terme japonais, mais il y a l'équivalent en Chine, puisque le bonsaï est originaire de Chine, qui sont donc des recréations par l'homme du microcosme de la nature. Et donc là, à l'aide de rochers, l'homme va recréer une nature dans son jardin, une nature en réduction. Et Baiming va utiliser cette thématique du rocher
pour créer des motifs en céramique qu'il intitule « Entre rocher et porcelaine ». Entre roche et porcelaine. En fait, ce sont des porcelaines qui reprennent la forme de roche, mais qui elles-mêmes sont, comme je vous le disais, à base de la pierre à porcelaine. Donc il y a là une sorte de mélange des deux termes, et cette recréation apparaît sur nombre de pièces de Baiming, comme vous pourrez le voir. Non seulement là un effet en 3 dimensions, mais également des décors picturaux. Ici, donc, ces roches percées qui sont des rochers donc malmenés par l'eau, par les éléments, et qui arrivent à produire ces espèces de perforations de la roche qui sont tellement admirées. Et également, Baiming recrée ses formes structurales en porcelaine. Alors c'est un travail extrêmement complexe parce que ce ne sont pas du tout des pièces obtenues par moulage, mais des pièces obtenues à la main, uniquement en gravant, en sculptant la pierre à porcelaine, en sculptant la porcelaine, et là est appliquée une couverte d'oxyde de fer qui donne cette teinte bleu-verte de céladon, sur laquelle on retrouve également des éléments en bleu de cobalt, quelques traits en bleu de cobalt. Voici encore un autre élément. Il s'agit d'une seule et même pièce, mais divisée en deux, avec d'un côté une porcelaine blanche et d'autre côté une porcelaine céladon. Alors, outre les sources taoïques que je vous ai mentionnées, on pourrait trouver aussi chez Baiming des sources bouddhiques. En particulier avec, par exemple, des décors de lotus qui sont entièrement réimaginés, avec ici on trouve le bouton de lotus à certains endroits, mais ensuite les feuillages ne sont pas des feuillages de lotus, ce sont des sortes de nuages qui viennent traverser la porcelaine. Ces décors sont... Le décor du lotus est évidemment emprunté au bouddhisme, puisque le lotus est un symbole de pureté dans le bouddhisme, et cette religion qui a été introduite en Chine dès les premiers siècles de notre ère s'est développée énormément jusqu'au moins au XIXe siècle. Un autre des thèmes que l'on trouve dans l'œuvre de Baiming fait référence aux célèbres grottes de Mogao, ou grottes qui se trouvent à Tunhuang. Tunhuang, pour vous situer, eh bien, c'est l'extrémité occidentale de la Chine. C'est un lieu qui était l'aboutissement d'une des routes de la soie, et c'est juste à l'entrée du désert du Taklamakan et du bassin du Tarim, donc en Asie centrale. Ces grottes sont particulièrement remarquables. Elles ont été creusées à partir du 5e siècle de notre ère, et elles servaient d'ermitage à des moines, et elles étaient un lieu de passage sur la route de la soie vers l'Occident, route de la soie qui partait de là, et même de la capitale impériale chinoise beaucoup plus loin, et qui reliait donc la Chine à Samarcande et à l'Occident. À l'intérieur de ces grottes se trouvent des peintures. Toutes ces grottes sont peintes et elles ont été décorées entre le 5e siècle et le 18e siècle, 17e, 18e siècle. Et les grottes sont remarquables par ces décors picturaux. Baiming, lorsqu'il a visité ces grottes, a été particulièrement frappé par ces œuvres et par aussi le lieu, un lieu de recueillement. Et il en a tiré certaines sculptures céramiques, comme ici cette sculpture qui évoque donc la paroi et les grottes de Mogao.
Il a réalisé également des peintures. Ici, il s'agit d'une peinture en mix média sur cette thématique. Cette peinture porte le titre « Les Annales de Mogao », donc faisant référence à toute l'histoire que contiennent ces grottes. Et je rapprocherai également ces rouleaux qui sont intitulés « Le langage secret des rouleaux ». Il s'agit donc de formes de rouleaux. Vous savez que les Asiatiques écrivent sur des rouleaux enlumineux que l'on déroule à la main. On déroule en général une trentaine de centimètres et on suit l'histoire au fur et à mesure que l'on déroule le rouleau. Donc ce sont ces rouleaux de peinture ou de texte écrit qui sont ici illustrés. Et je me demande si on ne peut pas faire référence également aux rouleaux enluminés qui ont été découverts dans les grottes de Mogao, qui ont été découverts vers 1910 par un archéologue français, Paul Pelliot, qui a découvert dans ces grottes une cache secrète dans laquelle se trouvaient quantité de rouleaux écrits dans de multiples langues, du chinois au mandchou, au mongol et d'autres langues, au sanskrit. Et tous ces rouleaux sont actuellement conservés à la Bibliothèque nationale à Paris. Ces rouleaux, comme vous le voyez, sont souvent distordus, abîmés, et on sent que l'artiste a voulu probablement montrer combien nos civilisations, et la civilisation chinoise en l'occurrence, étaient périssables et pouvaient disparaître, comme ces rouleaux qui faisaient qui se référaient à une histoire millénaire, mais qui était abîmée par l'histoire et par les différentes guerres ou révolutions. Pour terminer, je voudrais juste vous montrer deux exemples d'un autre travail plus récent aussi de Bai Ming. Il s'agit ici d'un mur de rouleaux qui sont réalisés, donc il s'agit d'une sculpture réalisée en porcelaine, mais cuite dans un four avec une réduction, ce qui vous donne ce côté brûlé des rouleaux. Le titre est également « Relique, mur de rouleau ». Et pour terminer, cette dernière pièce, qui n'est pas exposée comme la précédente dans l'exposition, sont des pièces extrêmement lourdes et fragiles et qui n'ont pas pu être transportées. Il s'agit ici, le titre est « Relique, enlacement et fissure », et là encore, qui fait probablement référence à l'histoire et au devenir de nos civilisations. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et merci d'être venu. Donc, si vous avez quelques questions auxquelles je pourrais répondre, je vous en prie. Oui, madame ? Oh, maintenant, il est venu beaucoup de fois. Il a été invité plusieurs fois par des universités américaines pour des conférences, pour également des résidences. Il est venu, il est venu souvent en Europe, notamment lors d'expositions. Il a fait une grande exposition au Portugal. Il a fait 2 expositions en France, et une à Paris et une autre à Salagon, dans le Midi. Il a fait une exposition également, une grande exposition en Belgique, il y a juste avant le Covid. Voilà, là, depuis le Covid, il n'est pas venu. Il devait venir, mais malheureusement, il y a eu des problèmes de visa et il n'a pas pu obtenir le visa à temps pour pouvoir venir pour l'inauguration. Et il le regrette beaucoup. Mais c'est la première fois que son travail est présenté en Occitanie. D'autres questions ? Non ? Bien, bon, bah écoutez, je vous remercie et donc on va aller voir de visu ces pièces. Oui ?
Oui, oui, les pièces sont toutes tournées. Voilà. Alors pour les pièces qui sont très grandes, évidemment, il est aidé de quelqu'un qui va l'aider à porter les pièces. Hein. Et dans ce cas-là, elles sont tournées en deux parties, parce qu'il y a des pièces monumentales qui mesurent 1,50 m de haut ou 1,20 m de haut. D'autres questions ? Donc la cuisson se fait en général dans des fours à gaz. Quelquefois, il cuit dans des fours à bois. Donc, c'est une cuisson, comme je vous le disais, qui se fait à autour de 1328-1330 degrés. Oui ? Non, il est beaucoup plus connu en Chine et c'est un artiste qui a été largement récompensé. Comme je vous l'ai dit, il est directeur de plusieurs établissements, il est professeur et en plus, ce qui est très important, c'est que c'est un artiste qui a publié beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la céramique contemporaine. Il a publié des séries de livres en plusieurs volumes qui montrent les artistes contemporains d'Occident. Et ces livres ont été déterminants pour l'orientation des nouveaux céramistes en Chine, parce que évidemment, ces jeunes artistes n'avaient pas possibilité, il n'y a pas toujours eu Internet, hein, ils n'avaient pas la possibilité de voir ce qui se faisait en Occident, et la publication de ces livres, plus ces conférences et ces cours, ont vraiment transformé la céramique en Chine, tant et si bien que maintenant, à Jindezhen, vous trouvez des faux Baiming en vente. Donc, méfiez-vous. Ah bah non, il se situe pas. C'est un artiste, il se situe pas et il ne prend pas de carte particulière, je pense. Mais c'est un artiste qui est effectivement beaucoup admiré, reconnu et récompensé en Chine. Voilà, et donc comme il forme beaucoup d'élèves, il forme des étudiants à l'université de Tsinghua, qui est l'université la plus importante en Chine. Évidemment, ces jeunes artistes développent maintenant de nouvelles tendances. Ah oui, oui, bien sûr, il y a des cours de peinture traditionnelle et des cours de peinture à l'huile. Et les universités des beaux-arts comptent un très très grand nombre d'artistes parce que évidemment, il faut mettre ça proportionnellement à la population. Hein. Tous ne sont pas de qualité et tous ne sont pas de grands artistes, mais il y a beaucoup de peintres et beaucoup de céramistes et de sculpteurs. Voilà, est-ce que d'autres questions? Non? Pardon, je vous entends très mal. Oui. Mais même encore actuellement, oui. Oui, oui, il y a toujours un travail, une manufacture, il y a toujours un travail d'artisanat à Jindezhen. D'ailleurs, les éléments, enfin le kaola et le petunze que je vous ai montrés, ce sont des cuves que l'on voit dans les ateliers actuels à Jindezhen, qui ne sont pas donc des ateliers d'artistes, mais d'artisanat. Voilà, l'exportation a été extrêmement importante vers l'Occident, surtout au XVIIIe siècle. XVIIe, XVIIIe siècle, à l'époque où la porcelaine de Jindezhen ornait toutes les tables royales et seigneuriales en Europe. Et puis après, il y a eu un certain déclin puisque en Europe, on a réussi à fabriquer des porcelaines. Et donc, ce qui était demandé, c'était les porcelaines fabriquées à Meissen, à Sèvres, notamment. Bien, je vous invite donc à vous rendre au centre céramique. Non, non, surtout pas. On ne touche pas.
Merci. On regarde avec les yeux.